qui continue son bonhomme de chemin. Notre invité de ce dimanche, c'est Umaru Babelo. Et voici à présent le 13 minutes Inside. Juste derrière, on sera tenté naturellement de comprendre la petite guéguerre entre les agents de la mairie, la police municipale. Vous savez très bien, pour ceux qui roulent dans la ville de Douala, surtout à Douala, vous savez très bien comment ils sont interpellés à Deido, un peu partout dans la ville. Vous savez comment on les interpelle. Eux, comment est-ce qu'ils vivent ça? Pourquoi est-ce que les mototaximans ne peuvent pas être eux aussi à jour pour éviter ce genre de contrôle? On aura un élément de réponse dans cette autre édition du dimanche avec vous, avec notre invité pour l'instant. Voici son 13 minutes Inside. Bien, on espère que vous avez apprécié le petit panorama de cartes postales bien de chez nous. Retour dans la ville qui ne dort jamais, Douala. La cité économique et ses plus de 4 millions d'habitants. Chaque jour, ce sont à peu près 800 nouveaux arrivants dans la ville de Douala qui débarquent à la recherche d'une vie meilleure. Certains se lancent dans des petits commerces et d'autres optent pour des engins à 2 roues. Selon les chiffres de la mairie de ville, ils sont un peu plus de 700 000 mototaxis à Douala. Des chiffres qui pour beaucoup sont loin, mais alors très loin de refléter la réalité. Dans cette activité, les difficultés sont nombreuses. Qui aime faire la moto, qui a choisi faire la moto? Je suis technicien en génie civil. C'est la condition de vie qui fait en sorte que je me trouve sur la moto pour joindre les deux bouts. Un avenir incertain, mais qui n'empêche pas beaucoup d'autres de tenter le pari. Loin de nos traditionnels invités, nous vous emmenons à la rencontre d'un personnage atypique. Nous vous proposons de découvrir le quotidien d'un mototaximan. Il est 5 heures du matin. Dans la pénombre, on distingue une silhouette. Celle d'Umaru, conducteur de mototaxi. Il n'a pas de domicile dans la ville. Sa moto est tout ce qu'il possède. Après ces ablutions, une opération qui consiste à se nettoyer les parties les plus visibles du corps, c'est au tour de la prière. Le moment est venu d'entamer sa journée. Mais avant, passage obligé par une station-service. Il faut faire le plein. Mais encore plus, il faut être dur en négociation face à des clients pas toujours faciles.
Et alors, donnez le prix là. Donnez 3 000. Pour acheter la moto là. Pour acheter la moto, 3 000 pour acheter la moto. Même le carburant. Ici à Bonabéry, 3 000 paires. J'ai demandé, non, vous êtes la combien? Même à 4. Mon frère, je dois se les payer. Oumarou est un véritable nomade dans la ville. Et comme beaucoup de ses confrères, c'est au carrefour Ndokoti que vous avez le plus de chances de tomber sur lui. Bonabéry, alors, rond-point Bonabéry. Même si là aussi, c'est loin d'être évident. Moi, je viens ici à 5h30, 6h. Vous voyez, je suis là à 5h30. J'ai crié depuis le matin Bonabéry, Bonabéry. Il n'y a même pas les clients. On tacle comme ça, on se bat. Souvent dans la journée, toute la journée tu travailles. Tu te rends le soir avec 2000, 3500. Des fois, si tu es à la charte, tu travailles 4000 par jour. Ça ne va même pas. Quand on est conducteur de mototaxi comme Oumarou, les désagréments ne sont jamais loin. Après Ndokoti, Oumarou nous conduit dans l'une de ses adresses favorites. Bienvenue chez Daouda, un commerçant de nationalité sénégalaise qui a élu domicile dans la ville. Et lui aussi, quand il voit Oumarou et sa bécane, c'est toujours la même réaction. Non, les jours que j'ai vu la moto là, ça m'a trop fait jusqu'à. Non, Oumarou c'est une bonne personne. Il fait rire trop. Il fait rire quand les gens voient tout le monde seulement commencer à rire. C'est une bonne personne. Des épisodes pas très heureux, il y en a également eu au petit tourne-dos de Daouda. Tu vois, nous les tous vendeurs de café là maintenant, on nous dérange jusqu'à. Je ne mens pas. Oui, dernièrement là même on est venu ici nous rafler. On est venu dernièrement, on est venu nous rafler à cause 16h, 17h. On est venu prendre tout le monde ici là. Donc vraiment, il faut qu'on nous laisse, on travaille normalement. Parce que si on ne travaille pas, on va manger quoi? Oumarou lui aussi se souvient de cet épisode vraiment fâcheux. Voilà les cafés. Ce n'est que ça, nous on prend le matin, tu déjeunes, tu prends ton café, tu pars travailler. Dans la journée, quand il n'y a pas de travail, on reste là, on cause pour réfléchir. Mais on vient nous prendre. Et quand on nous prend pour rien, on ne sait pas de quoi qu'on a fait. On ne nous a jamais donné les preuves pourquoi on nous a pris. Mais on nous prend toujours. Dès qu'on boit le café, on vient, quand on est rassemblé, on vient, on nous ramasse. Et quand on vous prend là-bas, on garde ta carte, tes téléphones. Ce n'est que le matin, on te demande, c'est lui qui a les 20 000 lève les doigts. Donc ça veut dire que quand on t'a pris, tu es dans la cellule, tu ne vois personne, ton téléphone est déjà arraché. Mais le matin, on te demande qui a 20 000. Première des choses, celui qui a 20 000, il lève les doigts, ou on lui donne le téléphone, il appelle, on envoie 20 000, il sort. Et voilà notre seul souci. On nous prend pourquoi donc? Les 20 000, ça partait où? On a fait quoi? Vous voyez, il y a une chose qu'on ne comprend pas au Cameroun. Quand vous parlez des élites de ces pays pour les bensiquinaires, tous les élites de ces pays, tous les membres du gouvernement de ces pays ne considèrent pas les bensiquinaires comme des êtres vivants. On nous prend toujours comme des tracataires sentimentaux. Comme un enfant, tu le tapes, après tu lui donnes le biscuit ou le bonbon, il vient envers toi.
Au moment des élections, ils sont là derrière nous. Oh, les bensikiners. Moi, je suis avec les bensikiners. Si quelque chose vous arrive, je suis là. Il vient à la station. C'est lui qui a les caméras. Vient, on vous met le carburant plein. Pourtant, on t'a acheté ta voix. On te donne 7000 carburant plein de la moto, des t-shirts, sardines, pain. On te nourrit pour une semaine. Après l'élection, il achète la voiture, le vitre est fumé. Il change le partement d'abord. Il met les 2 vigiles dehors avec les chiens allemands. Même si tu as le problème, le numéro qu'on t'a donné au moment des élections, après l'élection, le numéro ne passe jamais. Chez Daouda, c'est une véritable adresse. Tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde ici sait qui est qui. Je fais la connaissance de Oumarou depuis des années. On se prend en route. Donc les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Donc c'est au champ de bataille sur la moto que je fais la connaissance de M. Oumarou. Vous savez, Oumarou, je l'appelle toujours un fou. Tu vois, quand tu vois sa photo, c'est quelqu'un qui n'a pas la maison, mais il a construit la maison à Douala au travers de la moto. Donc tu vois que Oumarou, un fou qui est sage, il n'a même pas besoin de construire une maison à Douala parce que c'est qu'il n'est pas de Douala. Donc M. Oumarou, c'est vraiment quelqu'un à respecter aussi. Bon, il est temps de reprendre la route. Oumarou sait qu'il peut toujours compter sur sa fidèle moto hors du commun, un peu comme lui d'ailleurs. Voilà, on va remercier Giresse Yopa et Cédric Ding pour ce 13 minutes Inside qui mettait en évidence le boulot, le travail de celui qui nous rend visite ce dimanche, Oumarou. Voilà, vous avez regardé cet élément, forcément c'est la première fois que vous regardez. Comment vous avez trouvé cette petite balade dans la ville avec nos reporters? Je vous remercie d'avoir me passé la parole et de voir ce qu'ils ont fait. Vous avez de bons téléments, je ne sais même pas voir, ils sont tellement de bons journalistes. J'ai vu les images, ce qu'ils ont pris, le moment de prendre du travail avec nous. Parce qu'il pleut, et quand ils étaient avec moi, ils ont pris la peine d'abord de filmer malgré la pluie. On doit les remercier et vous remercier en même temps. Merci beaucoup. Voilà, donc on a vu où est-ce que vous dormez. On n'a pas le choix. Quand tu es à Douala, tu viens à Douala pour un but. Dès que tu finis le but qui t'a amené à Douala, tu rentres au village. Voilà. Je suis venu à Douala pour un but. Je sais ce qui m'a amené à Douala. C'est ça que j'ai cherché pour rejoindre les deux bouts. Dès que j'en finis, je rentre. Ou si j'ai trouvé un autre travail, je travaille. Ce n'est que ça. Voilà. Douala. Vous parlez d'arriver à Douala. On est curieux de savoir, il est parti d'où pour arriver à Douala et comment est-ce qu'il passe ses nuits. On a essayé de voir un petit cliché dans le 13 minutes Inside. On sait que les bensikiners, pour la plupart, ceux qui ne sont pas de la ville, surtout ceux qui viennent du septentrion, ils dorment sur les motos dans la nuit. Comment ça se passe? On aura la possibilité de mieux comprendre ce phénomène-là avec vous. Mais avant, mesdames et messieurs, nous vous proposons une petite respiration musicale et c'est avec Benji Mateke. On regarde ça, on se retrouve juste pour continuer notre causerie avec Oumarou qui est très intéressant. Debout, 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 debout. Tous les chômeurs chantent avec le sorcier Bantou. Benji Mateke. Donnez-moi un peu de boulot. Stéphane et Saka. Moi aussi je veux travailler. Bongwanessa. Trouvez-moi un peu de boulot. Moi aussi je veux travailler. Papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes. J'ai même fait des formations. Mais je n'ai pas du boulot. Je suis toujours au chômage. Président Bamba, papa m'a payé les études. J'ai eu mes diplômes, j'ai même fait des formations, mais je n'ai pas du boulot.
Timothée, la maman des artistes. Je fais des milliers de demandes pour chercher du boulot. Il y a toujours des rendez-vous, mais jamais du travail. Quand j'étais à l'école, je rêvais être médecin. Si c'est pas médecin, je voulais devenir docteur. Aujourd'hui, j'ai eu tous mes diplômes, il n'y a toujours pas du boulot. C'est encore papa qui me donne l'argent du loyer. Et c'est toujours maman qui me dépense l'argent de poche. Donnez-moi un peu de boulot. Mais très beau, c'est. Moi aussi je veux travailler. Moi je veux travailler. Donnez-moi un peu de boulot. À Bensinga. Moi aussi je veux travailler. Jean-Philippe Tamba, Ambroise Fondi, le duo de choc. L'école en Afrique n'a plus de valeur. L'école au Cameroun n'a plus sa valeur. Maman, même si tu es diplômé, tu ne vas pas travailler. Et même si tu es qualifié, tu seras toujours au chômage. J'ai perdu tout espoir à Belgio. Donnez-moi n'importe quoi, pourvu que moi je travaille. Maman, pour que je ne meure pas de faim. C'est moi le directeur général de la société camerounaise de chômage, Chomaka. J'ai déjà recruté 5 millions de jeunes demandeurs et je recrute 24 heures sur 24. Mes futurs chômeurs des universités de Sowa, de Gaoundéré, de Bouya, de Tchao, de Douala et de Yaoundé 1, je vous attends. À Chomaka, il n'y a pas les frais de dossier. Sika, 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 sika. Et l'angoissant. Boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. 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 Si tu peux laver les voitures, c'est ça le boulot. Si tu peux faire tomber un zikino, c'est le boulot. Tu peux vendre tes fruits à tomber. C'est ça le boulot. Si tu peux faire ton poussi-poussi, c'est toujours le boulot. Boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Maman, boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Bébé oh, boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Papa oh, boulot c'est boulot. Y'a plus de choix. Au bois de Vincennes, comme au bois de Boulogne, à la rue de la Joie, comme à la rue de Gravel, mais avec le préservatif, oh, taximano, on va faire comment? Chargeur et laveur, ah oui, Godouno, sauveteur, on va faire comment? Voilà, vous allez casser les prix. Benji Mateke avec ses chansons Boulot, c'est boulot. On parle de tout type de boulot et le boulot, c'est le boulot. On a un Bensikiner sur ce plateau ce dimanche. Oumarou, alors. Oumarou Sadou Babello. Voilà, Oumarou Sadou Babello. On reste avec vous pour parler justement des problèmes liés à ce métier que vous aimez tant. Vous aimez ce métier de Bensikiner? Quand on n'a pas de travail, là on mange et on aime. Quand je suis resté Bensikiner, parce que j'aime le métier, il n'y a pas de travail, je n'ai pas le choix, je suis obligé d'aimer le métier. Ok, d'accord. Vous êtes obligé d'aimer le métier. Avant d'aller prendre les articulations, on était en plein dans une histoire que vous avez commencé à nous conter. C'était une agression que vous avez subie quelque part à Douala. Oui. Alors, on était au niveau où vous avez été poignardé. J'ai été poignardé avec les couteaux et j'avais le couteau en main. Donc quand j'ai été poignardé, l'autre m'a tapé sur la tête. Je ne sais pas si c'est avec les cailloux ou bien. Ça m'a affaibli. C'est là où un Bensikiner est venu avec la moto. Il faisait la sonorisation. Bandi, bandi, c'est là où ils ont fui. Et à ce moment, je suis tombé auprès de ma moto. Même pas 5 minutes, les forces maintien de l'ordre qui étaient peut-être en patrouille, ils sont venus, on demandé, il a eu quoi? On dit que mais voilà le monsieur qu'on lui a poignardé, on veut arracher sa moto. À ce moment, j'ai saigné. J'ai saigné partout. Mais leur officier a demandé, prenez sa moto pour besoin d'enquête. Vous comprenez? L'officier qui a dit, prenez sa moto pour besoin d'enquête. C'est là où quand j'ai demandé à mes collègues ou à mes frères Bensikiner, aidez-moi de m'élever d'abord.
On m'a soutenu quand je me suis levé sur la moto. Je lui ai demandé, chef, on dit que non, demain vous venez au commissariat. Hein? Maintenant, c'est la moto qu'on fait. Le même couteau que j'avais en main, j'ai dit que c'est lui qui tentait de toucher la moto, je vais les poignarder. Et les autres m'abattent avec l'arme. Et le jour là, c'est vraiment celui qui touchera la moto, je vais les poignarder. J'ai été poignardé par un couteau. Vous trouvez qu'on m'a poignardé? Si au même moment on disait que non, prenez-le avec sa moto, on le laisse à l'hôpital, on ramène la moto, je n'allais même pas le parler. C'est qu'ils m'ont sauvé. Mais la moto d'abord, il dit prenez la moto d'abord, demain ils vont venir au commissariat pour besoin d'enquête. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé envers moi. Oui, j'ai mes preuves. Et oui, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la moto, on vous a laissé. Quand j'avais pris vous avez le couteau, j'ai menacé le policier, c'est lui qui touchait la moto, je vais les poignarder. C'est là on dit que non, comme le Bensikiner est en train de bavarder, oh, il y aura là, on va brûler la voiture, c'est là où ils ont démarré la voiture, on leur demande de monter, il part. Et personne n'est venu à votre secours? Non, mais non, c'est qui criaient, c'est eux qui m'ont accompagné jusqu'à dans le parking là où j'ai dormi auparavant. Qui vous a accompagné finalement? Mais le Bensikiner, c'est eux qui m'ont porté de me mettre sur une moto, l'autre conduisait ma moto, m'a mené au parking. Là où j'ai dormi derrière une station, comment on appelle ça, Sonel Kouloulou, c'est là où j'habitais à ce moment. Il y avait un parking, c'est là-bas où on dormait. Et les soins, vous avez pris? Les soins, vous êtes allé à l'hôpital quand même? Je me suis battu le matin, comme un peu d'argent que j'avais, je suis allé à l'hôpital, on m'a injecté pendant... J'ai fait 1 mois à l'hôpital. Alors, s'il fallait recommencer, est-ce qu'à ce moment-là, vous voyez quand même que vous avez votre vie qui est en danger? Merci beaucoup, madame la journaliste. Quand tu entends un Bensikiner sort le matin, il ne dit pas à sa famille que je suis parti à mon retour. Nous, quand on sort le matin comme un militaire, on l'envoie au champ de bataille. On s'est dit, on met la tête, si Dieu nous ramène, on se voit après. Parce qu'à Douala, on ne considère pas des... Comme je vous ai dit, dans les vidéos, vous n'avez pas vu? Là où la voiture a cogné un Bensikiner, il a fait la marche en arrière, il l'insulte et il part. Il y a des camions qui nous écrasent en coup de route. À Bonamoussa, n'en parlons pas, le personnel, il te cogne, il tient la couchée, il sort de la voiture, il regarde l'état de sa voiture. Si tu as eu la charge, il regarde c'est que tu as gratté ma voiture. Mais si c'est par malheur, il appelle la gendarmerie ou la police, on vient, on prend rien que ta moto. Si vous me comprenez. On essaye de vous comprendre, on essaye de vous comprendre. Depuis que vous avez vu un jour, on a cogné un Bensikiner. Oui, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est peu de gens, quand ils te cognent, tu es un Bensikiner, ils prennent ton soin d'abord. On peut le compter à Douala. Première des choses, il regarde sa voiture, s'il n'y a rien, il fait la marche en arrière, il part. Là, tu es chanceux. Parce qu'il t'a laissé avec les blessures, avec ta moto, là, tu es chanceux. Mais il y a des autres, quand il te cogne, son pot de phare se casse. Tu es blessé, tu sais, ainsi que ton client. Il appelle la gendarmerie ou la police, on vient prendre ta moto, en même temps il baisse la vitre, il enlève 10 000 ou 5 000, il le donne, occupez-vous de lui. Hein. Lui il ramène la voiture, il change tout. Et l'argent qu'il a donné, occupez-vous, lui il ne peut même pas revenir. Ça veut dire que lui, il a fini sa part. Il remercie le policier qui est venu à son secours. En lui donnant ce qu'il veut lui donner, il démarre sa voiture, il part. Et le pot de phare, il peut l'acheter avec son argent encore. Pas qu'il t'a amené à là, on a pris ta moto pour besoin d'enquête. Non. On a pris ta moto, on te prend si tu n'es pas assez blessé. Lui, il part acheter d'autres choses pour arranger sa voiture. Et en même temps, il enlève l'argent, il donne aux agents. C'est la corruption. Bon, sauf que au nombre des services que vous rendez aux Camerounais, ça, il faut le reconnaître. Les gens vous sollicitent beaucoup. C'est une livraison à domicile. Vous entrez dans les recoins là où les taxis ne peuvent pas arriver.
Mais à côté de ça, il y a aussi le chapitre des malheurs que vous apportez à toutes ces populations-là. Est-ce que monsieur Bolo, monsieur Babello, appelez-moi alias Sultan. alors donc, il y a d'un côté des services que vous rendez et de l'autre côté des malheurs que vous causez quand même à plusieurs familles. Alors après ça, est-ce que vous savez que malgré tout ça, les populations ne vous aiment pas beaucoup, vous les bensikineurs. Pourtant, c'est vous qui les portez. Ça veut dire que quand tu es en circulation dans un taxi, est-ce que vous êtes au courant? Je veux savoir si vous êtes au courant de ça. Dès qu'une moto fait fouang, il passe, on dit, oh, encore les bensikineurs. On va faire comment avec eux ici à toi là? Et il y en a qui disent même qu'ils tentent de me faire ça devant moi. Moi, je le cogne, je le ramasse. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Merci beaucoup. On est au courant de tout. Même nos clients, tu portes un client derrière toi, il te menace. Quand il y a la voiture, tu ralentis. Il te dit que pourquoi tu n'accélères pas? Moi, j'ai mon temps, je suis pressé. Et il oublie qu'il est pressé. Normalement, c'est lui qui devait sortir à l'heure. Il ne sort jamais à l'heure, mais on t'impose d'accélérer à son rythme de vie. Et il oublie que la conduite d'abord. La conduite, vous entendez? La conduite, il y a des choses, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la conduite. La conduite, ce n'est pas ce qu'on fait, ce qui est la conduite. On apprend la conduite. Voilà, on apprend la conduite. Bon, on va rester dans, c'était une parenthèse, on reste dans votre histoire. On parle des bensikineurs qui marchent avec des couteaux. Est-ce que vous avez votre couteau? Même si ça donne quand même des chairs froides, ce qui n'est pas assez normal. On ne comprend pas les couteaux dans les sacs, dans les poches, sur les motos, dans un coin assez secret, on entend des vertes de pas mûres. Le couteau, normalement, il reste en cuisine ou bien on l'utilise dans des endroits bien précis. Que fait une moto? Un couteau caché quelque part sur une moto. Que fait un couteau dans le pantalon d'un bensikineur? Merci beaucoup. Moi, personnellement, si j'ai marché avec mon couteau le jour qu'on m'a poignardé, si j'avais mon couteau, c'est que je vais finir tous les trois. Parce que je n'avais pas le couteau à ce moment. Si j'avais le couteau réellement, comme on dit que les bensikineurs, il y a ceux qui marchent avec le couteau, ce ne sont pas des bensikineurs. Il y en a qui marchent aussi avec pour se protéger. C'est qui nous agresse. On dit qu'il marche, il y en a qui marchent avec et qui disent qu'ils se protègent. Non. En cas d'agression. Non, c'est faux. Quand tu vois un bensikineur avec le couteau, il dit qu'en cas d'agression, ce n'est pas un bensikineur. C'est qui alors? Il s'est fait bensikineur, mais il n'est pas un bensikineur. Vous pensez que c'est un agresseur? Pas que je pense. Ceux qui m'ont agressé sur la moto, ils étaient à 3. C'est lui qui est au milieu, c'est lui qui avait le couteau. Le chauffeur, le conducteur n'avait pas de couteau. Et c'est lui qui m'avait affronté, n'avait pas le couteau. Est-ce qu'après ça, vous avez pris la résolution de marcher aussi avec un couteau? Moi, je ne marchais même pas avec mon couteau. Je ne peux pas manquer le couteau chez moi. Et si les bandits, si vous êtes encore agressé? Ah, si je serais encore agressé, je vais me défendre comme je peux le faire. Dieu va me donner la chance de me défendre encore. Vous ne pouvez pas dire prenez la moto, vous partez avec. Non, je ne peux pas le faire. Parce que si je demande de prendre la moto, je pars. La même personne qui m'a donné la moto à 1 million, il va m'amener en prison. Alors, comment ça 1 million? Expliquez-nous, la moto à 1 million, c'est quoi? Les motos, on sait que les motos, ça coûte pas moins. C'est vrai, il y a une moto très chère, mais les motos comme celles qu'on a vues dans le reportage que vous avez ne coûtent pas 1 million de francs. Comment ça 1 million? Expliquez-nous. La moto coûte ici à 520 000. Mais tu n'as pas 520 000. Il achète la moto à 1 million, il te donne. Si tu as la chance, tu te fais les papiers. Si tu n'as pas les papiers, elle te vend la moto. On te prend la moto en contrat de vente à 850 000 ou 1 million. Tu es obligé, tu as la famille, tu as tes propres besoins. Tu auras besoin de manger. Tu ne restes pas toujours pour commander. Et le dehors est dur. Tu pars toute la journée, peut-être tu ne peux même pas parvenir à travailler 3 000, 5 000. On comprend que la moto que vous avez n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas propriétaire. Je ne suis pas un propriétaire. Vous avez un patron. J'ai mon patron. Ok, ça s'est passé comment? C'est la négociation. Tu pars, tu le vois, grand frère, voilà. Il te dit que non. Il y a les raisons pour ça, pour en avoir la moto. Il y a des raisons, tu passes. Il faut une personne qui signe les garants, non, je suis capable de lui donner la moto. On te donne, lui, il connaît, c'est à 850 000, c'est lui qui a pris le garant, tu lui donnes sa part.
Est-ce que c'est ça qui justifie le fait que vous ne pouvez pas laisser partir quand on vous agresse? Vous ne pouvez pas laisser passer la moto parce que vous vous dites, je vais dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Merci beaucoup. Mais sauf que vous oubliez qu'il y a votre vie derrière aussi, entre guillemets. Non, quand tu veux un bensikiner, il y a d'abord ta vie devant toi. Parce qu'un bensikiner, quand tu parviens à travailler la moto jusqu'à avoir remboursé le propriétaire de ta moto, c'est Dieu merci. Parce qu'un bensikiner, on nous compte comme des sacrifices de la nation. Hein? Nous, les bensikineurs, nous sommes des sacrifiés de la nation. Les mêmes personnes qui nous arrêtent, c'est les mêmes personnes qu'on porte derrière la moto. Les gens de la mairie, eux-mêmes, ils n'ont pas leur moto. Par exemple, disons, voilà un exemple. Mais quand ils portent déjà les choisibles pour arrêter les bensikineurs, tu as une personne, il s'en fout de toi, il te pousse dans le rigole, tu tombes, il prend la moto, il met à côté. Parlant justement de ces agents de la mairie, on sait comment ça se passe. On a une équipe du côté de Saker, à Dedo, ici à Douala. Oui. On voit comment les matins, des fois, entre 7h, ils sont déjà là-bas. 8h, des fois, ils sont là. On voit comment... Vous voyez un peu comment... Ah, c'est l'agression? C'est l'agression. Ah, c'est pas un contrôle? Non, c'est pas un contrôle, c'est une agression. Comment ça, une agression? Merci beaucoup. S'il s'agit de contrôle, ils sont là, on t'arrête, on m'arrête par exemple pour l'impôt délibératoire. L'impôt délibératoire annuel, c'est pas 16 000. C'est 16 000. Oui, vous m'avez arrêté que je n'ai pas l'impôt, j'ai la moto. Vous me faites d'abord la première des choses, acheter l'impôt annuel de ma moto. Et vous me faites payer l'amende. Si on se comprend. On se comprend. Mais quand on t'arrête ta moto, on t'impose de les négocier à l'amiable là-bas, tu le donnes de 5 à 10 000. Ou tu appelles ton président de camp. Quand tu appelles ton président, tu lui donnes encore 2 000 d'abord. Or, tu achetais le ticket de la semaine, 500. J'ai eu des problèmes comme ça à Dedo. On a l'un de nos membres, de nos adhérents, il a plus de 16 tickets de la semaine. Il a 16 tickets de réunion. 500 fois 16. Ça peut lui faire l'argent de trimestres. Mais quand il est sorti de l'hôpital, on lui a donné l'ordonnance. Le jour de la réunion, il n'a pas pu aller à la réunion. Sa femme était malade à l'hôpital. On lui a donné l'ordonnance pour aller acheter les médicaments. Il est venu à Dedo, on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, on les a dit que oui, hier, c'était le jour de la réunion. J'ai appelé mon président, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec ma femme. On lui a dit qu'on s'en fout de ça. Il dit que non. Il les a donnés jusqu'à 2 000. Ils n'ont pas accepté. Il les a donnés jusqu'à 4 000. On lui a porté avec la force et on l'a jeté par terre. Prendre la moto, envoyer à la fourrière. Mais tu as un malade à l'hôpital. Voilà la moto. La réunion, tu n'es pas allé, mais il a 16 étiquettes de la... Vous parlez de quelle réunion? C'est réunion à lui ou bien... Non, les réunions des syndicats, chaque semaine, tous les bensikiners ont des réunions quand tu portes les choisis. Oui. Et par la réunion, tu achètes les tickets à 500. J'ai assez de tickets. Et les 500 correspondent à quoi? Donc, il faut, à chaque réunion, vous devez acheter le ticket à 500. À 500. Et c'est quoi le rôle du ticket? Le rôle du ticket, c'est une mafia. Je t'expliquerai avec le temps, si tu veux. Non, on veut maintenant. C'est maintenant les explications. Donc, les tickets que vous voyez, les bensikiners qui ont des choisibles avec les tickets de n'importe quel camp, il est intouchable quand tu as les tickets. Mais ce ticket-là n'est pas valable pour les gens de la mairie quand ils vous C'est valable pour eux parce que tu achètes les tickets, ça rentre dans leur poche. Ce n'est pas l'argent qui entre dans le caisse de l'État. C'est pour cela que c'est des mafias, ce ne sont pas des contrôleurs, c'est des agresseurs. Non, réexpliquez-nous bien, parce que là, il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. La réunion, c'est une fois par semaine. Par semaine. Quand vous les bensikineurs avec des choisibles, comme ce que vous avez là... Moi, ça c'est pour les unions de conducteurs. Ça, pour les choisibles, c'est les verts, ce qu'on voit souvent. Il y a tous les choisibles. Voilà. Vous vous retrouvez en réunion. Vous payez les 500 francs, vous les versez à qui? Les 500, on te vend les tickets de réunion. Qui te vend le ticket? Le président du camp. Ça sort entre le camp et le syndicaliste de Douala. Ce sont des syndicalistes. Ce sont les syndicalistes légalisés. Et parmi nous, on cherche les gens qui sont braves, agressifs. On les porte, les choisibles, ils s'en foutent de personne. Est-ce que les 500 francs que vous payez vont dans les caisses de l'État ou bien ça reste au syndicat? Non, ça c'est le non-mangeoire. C'est pour le syndicat? Non, ça c'est pour le mangeoire, on peut le dire. D'accord, ok.
Et maintenant, quand on vous interpelle, les gens de la commune vous interpellent, est-ce que les 500 francs, le ticket là maintenant, c'est valable? Vous pouvez leur dire, c'est juste pour dire je suis membre? C'est là où c'est là où je vous ai dit que j'en reviendrai pour cela, je vous expliquerai. Mais vous m'avez coupé d'abord la parole. Oh non, non, pour expliquer mieux. Oui, donc, je vais vous expliquer le plus mieux que ça. Ok. Là, je n'ai même pas. Quand on l'a arrêté, il les a donné jusqu'à 4 000 francs. Il les a comptés jusqu'à 16 tickets de réunion. Le 17e ticket, il n'était pas à la réunion parce que sa femme était malade. Oui, mais là, c'était pour montrer qu'il fait partie du syndicat. Du syndicat. Mais donc, ça n'a rien à voir. Son président aussi était là. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui demande, la pièce qu'on lui demande. Mais le ticket, quand je suis là, 16 réunions, chaque réunion par semaine, la réunion nous prend 2 heures du temps, soit une. D'accord, ok, on continue. Parce que quand vous voyez quelqu'un à 16 tickets, de tous les dates, 16 semaines, ça fait combien de mois? 16 semaines, ça fait combien de mois? C'est presque 4 mois environ. Parce que chaque mois, admettons même 5 semaines par mois, c'est 5 mois, c'est 4 mois environ. Ça veut dire qu'il est réglo à la réunion, il est réglé dans un camp. On sait que chaque semaine, il part. Mais la semaine, s'il n'est pas allé parce que sa femme est malade. Pas parce que sa femme est malade. On travaille pour la famille. On est d'accord, mais sa moto n'avait pas de pièces, on est d'accord. Mais quand tu as la majorité des motos que tu vois, on ne veut pas qu'on doit avoir de choisir de papier. Quand tu as ton impôt, l'assurance et tout, tu ne rentres, tu ne pars pas à la réunion. Et si tu ne pars pas à la réunion, tu n'as pas amené les mangeoires. Si on s'est fait comprendre. Bon, là, dans ce cas, ça s'est mal soldé, on a récupéré la moto. Oui, oui. C'est là où il a appelé ses présents, a appelé ses adhérents. On est venu, où est la moto? On dit que non, on a déjà envoyé là, ils ont envoyé de là. Ils disent que non. Vous n'avez pas le droit d'envoyer sa moto. Lui, il est adhérent dans un camp. Il est toujours réglo. Même s'il vous a donné, il vous a menacé, on dit que non. Donc, c'est là où on les a menacés au niveau des Daïdo, jusqu'à ils ont allé amener la moto et lui remettre. Quand vous voyez les bicycleurs ici à Douala, ils ne font pas le ticket. Quand il a le ticket, c'est valable pour l'impôt. C'est faux. Les tickets, ce n'est pas valable pour l'impôt parce que l'argent des tickets n'entre pas dans la caisse de l'État. Oh, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, alors, après ça, est-ce que vous-même, vous avez déjà eu à subir les intercations avec... Moi, j'ai eu les intercations 2 à 3 fois. J'ai fait ça expressément, moi, pour voir est-ce que c'est réellement ce qu'on dit. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Première des choses, j'ai vu le mafia dedans. Quelle mafia? Allons-y. Le mafia, quand on prend ta moto, la première des choses, dès qu'on t'interpelle pour la moto, il y a plus de 4 ou 8 gros bras. Et dès qu'on fait comme ça, il vient, il te porte avec la moto, il t'envoie dedans. Là, quand il t'envoie la moto, il y a les forces de l'ordre, on dit que tu as violé la loi, les hommes de la loi. Mais là, c'est quand vous n'êtes pas à jour. Même quand vous dites que vous n'êtes pas à jour, on vous met dedans. Et arrivé là-bas, il y a le fourgon est là. Dès qu'on amène là-bas, on te demande 5 000 ou 10 000. Si tu n'as pas, on met ta moto dans le fourgon. Et c'est normal, vous n'êtes pas à jour. Vous ne pensez pas que c'est normal à ce moment-là? C'est anormal. Comment ça, c'est anormal? C'est anormal. Et les 10 000 que je donne, ça part où? Non, monsieur Oumarou, mettons-nous d'accord. Quand vous avez une moto, vous devez quand même payer des taxes. C'est anormal. C'est anormal de payer les impôts, de payer des taxes, de payer non, la vignette. Quand on prend ma moto là-bas parce que je n'ai pas de ticket, c'est anormal. Parce que non, on parle de votre moto qui est à jour. Il y a des papiers, ce qu'on appelle l'assurance. Ma moto a tous les papiers. J'ai tous les papiers. Et malgré ces papiers, on a pris quand même votre moto. On m'a pris ma moto, mais j'ai fait expressément pour voir. Parce qu'il ne faut pas condamner les crocodiles sans toutefois aller à la rivière pour voir le débat ce qu'il a commis. On doit se comprendre, monsieur Oumarou. Ça veut dire quoi? Vous arrivez à un poste de contrôle, oui. On vous demande vos papiers, oui. Vous montrez tous les papiers, mais on vous prend quand même. Je n'ai pas montré mon impôt libératoire de ma moto. Expressément. Ok. Je les ai montré les 36 tickets que j'ai de la Réunion. On a porté ma moto, on me dit que la semaine passée, tu n'es pas à la Réunion. Je dis que oui. J'ai eu les inconvénients. Je peux tomber malade, je ne pars pas à la Réunion. Dès qu'on a pris ma moto, on me dit qu'appelle le président, je dis que non, je n'ai pas les crédits. On a envoyé ma moto à Daïdo. Et arrivé là-bas à Daïdo, je demande pour voir ma moto, on me dit que tu payes 15 000, tu prends ta moto, tu pars.
Je dis à part ça, on me dit qu'à part ça, la moto ne sort pas. C'est à la fourrière. Et ça s'est terminé comment? Il a dit que mais je n'ai pas 15 000. Le même vieux me dit que tu as 10 000. Si tu as 10 000, on te fait sortir la moto. Mais je n'ai pas le temps, je vais partir. Il dit, il y a 10 000. J'ai enlevé 10 000, on m'a fait sortir la moto. Je dis, mais où est le reçu que je paye à l'État? Il me dit que non, mouf. Tu t'amuses avec moi, tu m'apprends à faire mon travail. Sinon, je demande, on ramène la moto à l'intérieur. Tu peux voilà 10 000, à balancer la moto aussi dehors. J'ai regardé qu'on portait ma moto, mettre ça dehors du commissariat de Daïdo. La mairie de Daïdo, on a jeté ma moto par terre. Là, c'est les agents qui sont à Daïdo, là, mais Saké qui vous avait interpellé. Non, on m'avait interpellé à Bopi. À Bopi? Oui, à Bopi, quand on interpelle, il y a à l'intérieur la gendarmerie. Tu peux parler là-bas, tu ne peux pas. Et à Daïdo, quand tu donnes les 10 000, on porte ta moto, on jette dehors. Pourquoi vous prenez pour partir? Mais tu as le choix. On te porte même toi si tu parles là-bas. On te met dehors. Ta vie, c'est 10 000. Et eux aussi, c'est eux qui ne veulent pas qu'on doit avoir le papier. Comment ça? C'est ça. Ils ne veulent pas qu'on doit avoir des papiers, mais ils plaignent que le Bézi qui ne veut pas faire des papiers. C'est eux qui ne veulent pas qu'on doit avoir des papiers. Non, là, c'est difficile à comprendre. Comment ça, les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas que vous ayez des papiers? papiers? La vie est difficile. La vie est trop difficile. Ils ne veulent pas qu'on doit avoir des papiers, mais quand on les interpelle, ils disent que non, les Bézi qui ne veulent pas avoir des papiers. C'est eux qui ne veulent pas qu'on doit avoir des papiers. Vous êtes allé vouloir payer, on a dit non? Mais quand tu parles là-bas, on te demande d'abord si tu veux revoir ta moto, tu payes 10 000. J'ai demandé les papiers, on me dit que non, c'est pas ça qui t'a amené. Tu veux la moto ou tu veux qu'on oublie? Ah là, c'est quand la moto est en fourrière. Là-bas, là où il y a la fourrière, tu payes d'abord les 10 000. Les 10 000, on te donne la moto. Oui, mais après, maintenant, si on a mis la moto en fourrière parce qu'on n'avait pas de papiers, vous cherchez à aller payer maintenant pour avoir les papiers. Je demande, madame la journaliste, si dans un pays, ça fonctionne normalement, on parle de tous les syndicats avec tous les maires de communes. Quand on m'a arrêté la moto, à cause de l'impôt, que je n'ai pas l'impôt. Monsieur, oui, où est votre moto? Voilà ça. Où est la facture de votre moto? J'enlève. On regarde, on me dit, donc, ta moto a fait presque 1 an ici au Cameroun. Vous circulez avec. La première des choses, vous payez l'impôt 16 000 et vous payez l'amende de 5 000. Et on vous remet votre moto? On vous remet la moto. Oh, c'est pas ce qu'on vous demande. Non, c'est pas ça qu'on te demande. Qu'est-ce qu'on vous demande? 10 000. On te demande, tu payes. On commence de 20 000. Si tu négocies bien, il commence à 10 000. On dit que non, il n'a pas fait la tête. Hein. Papa, c'est lui, quand on a pris sa moto, il nous a remis. Là, on ne te colle rien. Si vous me comprenez. Quand on te prend la moto, on t'agresse. D'une manière ou d'une autre, on t'a déjà agressé. Tu as passé toute la journée, tu n'as pas travaillé, on t'agresse. Pour que tu réagisses un peu, on dit que non, tu as bagarré avec les agents. Il y a des autres, pour rien, ils déchirent même les choisis. On dit que tu as bagarré avec les agents de l'État. Et parmi eux, il y a des autres qui n'ont même pas la carte d'identité ni lors de l'émission. Vous les avez fouillés pour voir ça, M. Oumarou? Si vous me laissez le temps, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé envers moi. C'est pas pour rien qu'on vous a dit que le voilà Oumarou. Je sais pourquoi ce qui s'est passé. Et les rafles, vous avez souvent été victime des rafles parce que dans le 13 minutes, ça, on a vu, vous parliez des rafles. Le rafle qu'on a parlé là-bas, à quoi c'est pas le rafle normalement. Ça c'est des rafles, on est là, on boit nos cafés, on vient, on vous ramasse, on vous ramène au commissariat, on arrache votre téléphone, on ne vous demande rien. C'est le lendemain, on demande qui a 20 000 pour sortir. Mais s'il y a des bagarres, normalement, s'il y a des problèmes, là, vous dites qu'il n'y a pas de problème, on débat, qu'on vous rafle. Là, on reste, on boit nos cafés, on mange. On doit manger, on doit s'asseoir pour causer. Parce que, par exemple, à Saint-Gerger, c'est là où on se retrouve. Il y a une femme qui nous fait le riz sénégalaise. Malgré on est pauvre, on mange quand même. Parce que quand tu pars dans le restaurant, on te parle le plat là-bas, c'est 5 000. Mais là-bas, elle nous fait le plat à 1 000 francs. Il y a le plat de 300, il y a le plat de 500, ainsi que de 1 000 francs. On mange quand même pour survivre. On ne vit pas pour manger, mais on mange pour survivre. Et quand on mange souvent, on boit nos cafés, on reste, on se distresse, on cause.
Pour ce qui s'est passé, on nous ramasse. Puis à son ami, l'un de nos frères, maintenant, il était ensemble avec nous, on l'a ramassé, on l'a ramené en prison parce qu'il n'y avait pas 20 000. Là, en prison, on l'a cassé le rein, il est venu au carrefour, il chiait dans son pantalon, puis à son ami, il a rendu l'âme avant-hier. C'est pas normal. Et quand tu n'as pas 20 000, c'est la même chose que tu vois qui va t'arriver. Donc, on les motive que tu as les stupéfiants, ainsi de suite. On t'envoie en prison. Ok, parlant justement des stupéfiants, on dit que les bensikineurs sont des adeptes des stupéfiants parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Où est-ce qu'ils prennent la force? Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24. Où est-ce qu'ils prennent la force comme ça? C'est qu'on dit qu'on travaille. Alors, attendez d'abord. Quand vous dites que vous voyez un bensikineur travailler 24 sur 24, il n'y a pas un bensikineur qui peut travailler 24 sur 24. C'est la même moto et la même chasuble qui peut travailler 24 sur 24. Il peut arriver, moi je travaille de 7 heures ou de 6 heures jusqu'à 18 heures. J'enlève mon chasuble avec mon blouson et la même moto, je donne à une autre personne. Il y a des autres qui mettent la casquette. Alors, le phénomène des stupéfiants avec les bensikineurs, oui. Vous en savez quelque chose? Les stupéfiants qu'on dit. Ce qu'on appelle vulgairement chez nous le banga. Le banga et le tramol, et ils savent là où ça se vend. Ils savent là où ça se passe. Ceux qui ont ça, parmi nous, peut-être ce ne sont pas des bensikineurs que je disais, mais beaucoup de monde, et tous ils connaissent là où pour arrêter ça, mais ils ne veulent pas que ça s'arrête. Si on se fait comprendre, tous les mauvais trucs que vous voyez dehors, et ils savent là où il faut appuyer pour que ça s'arrête. Parce que ça les fait de l'argent eux aussi. Ok, Monsieur Marou, on va marquer un autre arrêt et pour proposer aux téléspectateurs et à vous aussi qui nous regardez, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, le MTV, le meilleur de la télévision pour cette semaine. Et puis, on sait que jusqu'à maintenant, on ne vous a pas encore dévoilé exactement qui est Oumarou, d'où il vient. Et puis, Oumarou aussi nous dira comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver à Douala. Il nous parlera également de bien d'autres choses encore, dont je préfère tout de suite maintenant. Mesdames et messieurs, vous proposez le meilleur de la télévision et la petite causerie avec lui continuera juste après. Coup de tonnerre dans l'affaire Martinez-Zogo. Le juge d'instruction militaire en charge de ce dossier culpé 2 autres éléments de la Direction générale de la recherche extérieure pour complicité de filature, enlèvement et torture. Rien n'exclut que d'autres auditions conduisent à des décisions similaires du juge militaire dans l'affaire Martinez-Zogo. Réveil dans la consternation au quartier Bilongué, dans l'arrondissement de Douala 3e. Les habitants d'une partie du domaine national ont perdu le sommeil depuis la sommation à libérer les lieux adressée par la mairie de Douala 3e. Le délai de 8 jours pour déguerpir est dépassé. Sa parole est rare, mais la tournure que prend l'administration de la FECAFOOT lui oblige. Henri Ndjalakwan, 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, conspue la gestion scabreuse de l'instance. Celui qui se présente comme le plus jeune des vice-présidents dit avoir toujours respecté Samuel Eto'o, non sans indiquer sa voix qui est désormais connue comme étant le traître. Selon plusieurs observateurs, le fait de trop qui a attisé l'ire et la déception du 4e vice-président est l'élimination de son club Ndjalakwan FC au préjudice d'un arbitrage catastrophique qui a valu 5 cartons rouges à son club en un seul match. Ce n'est pas encore le temps de la répression, mais cette descente à valeur de carton rouge, ce d'autant que c'est depuis le 23 juin dernier que les occupants de la gare routière d'Etoudi sont censés avoir libéré les lieux. Sur cet espace devenu au fil des ans un boulevard insalubre, où incivisme et anarchie dictent leurs lois, conscients des désagréments, un site de recasement est en cours d'aménagement pour accueillir la centaine de commerçants et autres transporteurs qui seront déguerpis. De tous les appels d'offres lancés par le Conseil économique et social depuis sa création, celui portant construction d'une résidence pour son président fait grand bruit au sein de l'opinion depuis sa publication. Ce qui choque des hommes politiques de l'opposition et la société civile, c'est le montant total des travaux. 2 milliards de francs CFA,
de l'argent des contribuables camerounais pour le confort d'un seul homme, Ayan Luc, le président de cette institution. Sur l'axe Nkambech-Ndou dans le département du Ndongamanton, région du nord-ouest du pays, il est préférable de se déplacer avec un pousse-pousse qu'à bord d'un véhicule. Entre flaques d'eau, creux et obstacles de type bourbier, la nationale numéro 11 est quasiment impraticable. Les populations qui ne savent plus sur quel pied danser dénoncent des mensonges des politiques qui, lors des joutes électorales, deviennent des chantres de la bonne gouvernance, leur promettant monts et merveilles. Un amas de gravats. C'est ce qui reste de cet immeuble R+3, bâti au quartier Logbaba, lieu dit Saint-Thomas, dans l'arrondissement de Douala 3e. Depuis les premières heures de cette matinée de mercredi, les riverains sont debout. Certains n'ont pratiquement pas dormi. À l'intérieur de la bâtisse se trouvaient 4 personnes. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. Situation inédite au laboratoire national de génie civil Labogénie. Devant le siège de cette entreprise, au quartier Ekounou à Yaoundé, des employés ne peuvent y accéder, se voyant barrer la voie par des gros bras. Ulcérés, les employés rembarrés se veulent encore plus explicites et les critiques pleuvent. Le divorce semble consommé entre le top management du Labogénie et une bonne partie de son personnel. La commémoration des 20 ans du décès de Marc-Vivien Foé se déroule dans un complexe inachevé. Les bâtiments sont vétustes. La piscine attend toujours d'être remplie d'eau. Les travaux sont à l'arrêt depuis la mort de Marc-Vivien Foé. Voilà, merci donc à tous les services de l'information d'Equinox Télévision. C'est le meilleur de la télévision pour le cadre de cette semaine qui s'achève aujourd'hui. Oumarou est avec nous, Oumarou Sado Babelo est avec nous ce dimanche. Alors, les éléments que nous avons proposés, ce sont quelques éléments que nous avons proposés dans nos différentes éditions du journal tout au long de cette semaine. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui a attiré votre attention, Oumarou? Il y a beaucoup de choses qui attirent mon attention, mais pour vous en parler, c'est que le temps ne peut pas nous en permettre. D'accord, je vous ai vu tout à l'heure hocher la tête, c'est-à-dire que dire 2 milliards de francs pour remettre pour les travaux de construction d'une maison. Ce n'est pas les travaux de construction, c'est la finition. Voilà, finition, parce qu'on a déjà construit. Les 2 milliards qu'on parle, c'est la finition de construction de bâtiments. Et vous semblez très bien le connaître. Mais je demande, par exemple, il y a nos frères qui perdent toujours les âmes sur la rue, sur les rues. Par exemple, comme à Aédia, la fois passée, on a eu l'accident sur la rue de l'Ouest. Il a eu 18 personnes sont perdues la vie. Parce qu'il n'y avait pas de route. Admettons, quand vous parlez à Douala, il y a l'embouteillage. Pourquoi il ne devait pas avoir l'embouteillage? C'est normal, il doit avoir des embouteillages à Douala. Prenez l'accès principal, sortir de Bonanjo pour Bonamoussadi. À partir de 15 heures, même à pied, tu ne peux pas aller. Tous les fonctionnaires du Cameroun sont véhiculés plus que les chevaux. Si tu vois un fonctionnaire, il a plus de 4 à 10 voitures. Pour lui seul, il part au travail, sa femme part au travail, tout le monde monte, mais il n'y a pas de route. L'embouteillage à nos côtés, même si tu as un patient pour l'amener à l'hôpital, il va décéder. Ce qui nous crée des accidents dans ces pays, c'est les embouteillages. On a des véhicules, mais on n'a pas de route. Et l'argent qu'on lui donne, admettons que c'est lui qui a demandé 10 milliards, madame la journaliste, pour la finition de l'immeuble, il demande 2 milliards. Oui, au Cameroun, on a combien de ministres? Environ 60 et quelques ministres. Même en Allemagne, même en France, ils n'ont pas assez de ministres. Si chaque ministre demandait 2 milliards, le budget annuel du Cameroun, c'est que ça ne veut pas fonctionner. Mais nous tous, on a perdu des vies de nos frères aux accidents, des véhicules ainsi que autres. Pourquoi on ne prend pas cet argent pour arranger des rues?
Regarde la route numéro 11 qu'on a montré maintenant. À Bagno, si tu n'as pas la moto, c'est que tu ne penses pas à la personne. N'allons même pas loin ici. Tu as une famille à aider à Yabassi ici. Il y a des fois, tu as une famille, il y a une deux à Yabassi. Si tu n'as pas la moto, vous ne pouvez pas aller. Même ici à Douala, je vais vous montrer le quartier que vous descendez là-bas. À Makepe, à la rue de la chefferie pour aller Marie-Claire. Le pont c'est en bambou. Ils l'ont attaché le bois. Et tu payes 50 francs pour passer. Et les 50 là, c'est les contributions pour arranger les ponts. Entre-temps, vous dites que quelqu'un veut 2 milliards pour finir. Pour finir, lui, son bâtiment. Et vous, ça vous fait rigoler quand même. Non, ça, je ris pas, ça ne sert à rien de parler. Parce qu'on ne va plus me comprendre. Oh, c'est ça que j'ai dit au départ. Tous ceux qui sont bien posés au Cameroun ne considèrent jamais les populations du Cameroun comme des êtres humains. Son bâtiment, pour finir ça, il demande 2 milliards. Si tout le monde demandait 2 milliards, le budget annuel du Cameroun, c'est ça sera à 15 000 milliards le budget annuel. Si on s'est fait comprendre. Donc il faut que le budget annuel du Cameroun de 2024, ça sera à 15 000 milliards. Pour que tous les ministres soient satisfaits là où ils sont, ainsi que les bas peuples. Voilà, puisqu'on parle justement de cette route-là, on a parlé des routes également dans le MTV et vraiment les problèmes fondation. Est-ce que vous, en tant que moto-taximan, le problème des routes là ne vous pose pas Ça nous pose des problèmes. Même moi, ma moto a eu des problèmes des amortisseurs. Par exemple, comme à Brikini, tu ne peux pas aller. Même quelqu'un te paye 500, tu ne peux pas aller à Brikini avec la moto. Carrefour des immeubles pour descendre jusqu'à Logbessou, il y a des routes, mais c'est tracé, mais tu ne peux pas aller à moto. Et c'est pour ça qu'on vous traite aussi souvent des délinquants, des bensikineurs. Non, on nous traite de délinquants parce que nous sommes des délinquants, on dit. Oui, les bensikineurs, il ne faut pas les attaquer, qu'il y ait une certaine solidarité entre vous, les bensikineurs. S'il y a un problème avec un taximan, du coup, vous il y avait la solidarité auparavant, mais maintenant, il n'y a pas la solidarité. Ils nous ont divisés comme les politiciens. Parce que maintenant, même si tu as un problème, si un bensikiner vient, il voit que tu as un choisible qui n'est pas dans son camp, il ne peut pas nous aider. Mais auparavant, ils ne savent pas que un bensikiner, c'est comme les enfants du même père, mais la mère est différente. C'est les camps qui vous divisent. Qui nous divisent, mais nous sommes tous dans le même problème. Voilà. Et vous vous laissez diviser aussi. Au nom de quoi? Au nom de l'argent? Ils se laissent diviser. Moi, en tant que bensikiner, j'ai force de faire mes papiers. D'accord, ok. On va vous proposer maintenant une autre musique, et je suis sûre que vous allez adorer. Alors, on donne la soin à la réalisation de nous proposer, de nous détendre un peu. Même quand on est bensikiner, il y a des moments où on s'arrête pour danser quand même. C'est ça. Voilà, dans musique à l'instant. En écoutant cette musique, ça vous redonne quand même espoir, non? Il a quand même à son niveau, à sa façon, essayé de dépeindre, d'écrire, de peindre le bensikiner comme quelqu'un de bien qui peut partir d'une moto, en avoir 2, 3 et 4, et pourquoi pas finir dans une voiture aussi. Alors vous, Oumaro, quand vous écoutez cette musique, les paroles, vous avez regardé le clip, ça vous fait quoi? Vous qui pratiquez justement cette moto, vous êtes d'accord avec lui, vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je suis content, je suis tellement très d'accord et fier. C'est possible. Parce qu'avec Bensikin, nous qui font les Bensikin... Vous envoyez les enfants à l'école? Nous avons la famille. On a la famille, avec ça qu'on les envoie. On est tranquille avec eux, ils mangent, ils sont à l'aise malgré tel que nous sommes. Mais ici, on nous chiffonne. S'il y a un problème, on dit que ce sont les bensikinaires. Non, mettons d'abord le côté chiffon, comme vous dites là. Regardons quand même, ça vous donne quand même du sourire, ce métier. Ça nous donne le sourire. Quand vous voyez Brice N dans cette chanson... Même si je ne voyais pas, moi, ça me donne le sourire. Ouais, voilà. Donc... Parce que ici, je suis à Douala, chaque soir, j'appelle ma famille, je les envoie, c'est qu'on me demande. Voilà. Et vous-même, vous mangez. On cause, ils sont contents, je suis content. C'est que ça me donne... J'aime mon travail. En attendant. Oui. Mais quand tu vois quelqu'un dans le bensikin, il n'y a personne qui rêve de devenir bensikin, mais on devient bensikin par le défaut. Voilà, par défaut? Oui.
Alors, il y a quand même des avantages liés à cette fonction. Il y a des avantages au Maroc. Il y a des avantages, il y a les inconvénients. Parlons des avantages maintenant. Tout n'est pas que noir dans l'exercice. Il y a des avantages. Parlons des avantages. Donnez-nous 2 ou 3 avantages. Avec l'avantage, tu peux prendre la moto contractuelle en disant comme tel que j'ai pris. Tu rembourses le propriétaire doucement dans 10 mois. Et après, ça vous revient. Ça vous revient. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, le jour que tu finis d'abord, vous allez dans un commissariat où là vous avez signé le contractuel. On change le facture à ton nom. Et vous êtes content. Maintenant, tu es content, tu deviens patron. Voilà. C'est là où tu vas travailler pour toi d'abord. Exact. Merci. Un autre avantage. Un autre avantage par rapport qu'on t'a donné la moto contractuelle que tu as pris, tu nourris ta famille. Oui. Tu envoies tes enfants à l'école. Malgré que l'école au Cameroun, on ne sait pas ce que ça va donner après. Toi aussi, tu t'occupes de tes propres besoins. Tout à fait. Voilà l'avantage. Un autre avantage que nous, on attend. On dit qu'il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, comme tu es Bensikiner à Douala, l'avantage d'abord que tu dois en avoir, de connaître tout Douala. Parce qu'un Bensikiner connaît Douala plus que le maire de Douala. Dans les 5 arrondissements que tu peux connaître, tu es Bensikiner, à part Bonandio. Puisque vous êtes interdit d'entrer à Bonandio. On nous interdisait partout, on nous interdisait par un défaut qui parvient à ceux qui entrent dans les métiers de Bensikine. Qui se disent que Bensikine, mais ce ne sont pas des Bensikinaires. Moi, en tant que Bensikinaire, je sais que là où ça me donne de l'argent, je ne peux pas bagarrer avec mon client. Mais si ça ne va pas, je gare, je te demande de descendre de ma moto. Par exemple, moi, je fais ça toujours. Il y a des clients que je gare ma moto, je lui demande de me payer, d'abord il part. Pourquoi? Parce qu'il me met la vie en danger. Comment ça, il vous met la vie en danger? Malgré que je n'ai pas un téléphone. Tu portes une personne, par exemple les filles majorité, elle a un gros téléphone en main. Les agresseurs viennent, on arrache le téléphone, on te renvoie par terre. Donc vous lui dites, garde ton téléphone. Si je lui demande de garder le téléphone, elle refuse. Vous garez, vous dites... Je stationne ma moto à côté, je gare. Je la demande de descendre et elle me paye d'abord ce qu'on s'est entendu. C'est une consigne de sécurité en fait que vous donnez. De lui ainsi que ma part. Tout à fait. Ok. Mais il y a des bensikiners que tu vois, il attache d'abord la télévision derrière la moto, devant la moto, il part. Moi, je ne peux pas le faire. C'est un risque d'abord. Et la police ne vous dérange pas avec... Non, ne nous dérange pas. Parce que quand tu parles à lui, l'autre va venir. Tu sais que nous, pour bagarrer, il y a certains bensikiners qui sont prêts. Ok, il y a d'autres, quel autre avantage? L'autre avantage encore, quand tu es bensikiner, l'avantage de bensikin, ça te permet, quand tu es entendu avec une personne, 4 000, les jours qu'il y a des fois tu travailles plus de 4 000, l'avantage de bensikin, quand tu es dans un bensikin, il faut créer les cotisations. Et si tu crées les cotisations avec des amis, tu vois que ça ne va pas créer avec ton Orange Money. Dans ton téléphone. Oui, chaque fois vous déposez. Même si tu déposes 300 par jour, par mois, tu as 9 000. Voilà l'avantage. Oui. On nous dit aussi qu'un bensikiner peut facilement se retrouver en fin de journée avec 20 000. Non, c'est impossible. Ah bon? Non, c'est tellement très impossible. C'est qu'il n'est pas un bensikiner. Quand il te dit qu'il a travaillé 20 000 par jour, moi je peux dire qu'il n'est pas un bensikiner. C'est quoi la recette journalière d'un bensikiner? La recette journalière, d'abord le patron réclame 3 000, 4 000. Si tu as la chance de rentrer le soir avec 5 000, le jour-là tu as trop travaillé. Non, comment ça? Vous savez que les bensikiners, vous savez tuer le métier des taximans, parce qu'on sait que les taximans, ils sont en difficulté depuis que vous êtes arrivés. Donc ça veut dire que tous dans le même panier. Avec toutes les distances, un petit, un peu, 500, un peu, 300, vous bâchez 4, 5, 6, ça ne vous donne pas l'argent? Nous, on sait que c'est vous qui avez tout l'argent du pays maintenant. Merci beaucoup, madame la journaliste. Quand tu bâches des personnes ici de Koti pour Bonabéry, ça fait combien de kilomètres? Le carburant. Non, ça fait combien la distance entre Koti et de Bonabéry Musique, ça fait combien? Mais si chacun paie 2 000, ça vous prenez combien vous? De Koti Bonabéry. Qui va te payer 2 000 ici à Douala? Il va te dire que tu veux lui vendre la moto. De Koti pour Bonabéry, c'est lui qui a trop payé, on te donne 500. Ils sont 2, ça fait 1000 francs. Ça fait 1000 francs. Oui. À une distance de quelque chose d'ici, de Koti pour Bonabéry, c'est quelque chose de 19 km. Malgré les embouteillages, tu peux quitter de Koti avant que tu viennes
Carrefour Agip, il n'y a pas d'embouteillage. Mais tu peux venir ici, c'est fermé. Et de ce côté, il y a des camions. Moindre erreur, le camion t'écrase. Vous n'avez pas peur quand vous sortez de chez vous? Pas qu'on n'a pas peur. La peur, c'est un signe de faiblesse. Il n'y a pas les membres de famille, des amis qui vous ont dit d'abandonner ce métier et d'aller faire autre chose? Pas qu'on abandonne ce métier. Pour des raisons vraiment... La bensikine, on ne devient pas bensikine. On s'adapte d'autres bensikinaires. Moi, personnellement, je n'ai même pas... Dans mes métiers, je n'ai jamais été bensikinaire. Mais on s'adapte malgré la vie qu'on devient bensikinaire. Chaque jour, dans les informations, on entend la moto a écrasé tel, X est mort par accident, Y est mort par ceci, par cela. Ça vous fait pas peur? Ça vous effraie pas? Ça nous fait peur. Oh, c'est ça qu'on t'a dit, que la peur, c'est une paresse de faiblesse. Donc vous ça peut te faire peur, mais tu n'as pas le choix, tu fonces seulement. Alors, ok, d'accord. Alors, Oumarou, vous êtes né en 1er janvier 1990, ça il faut le dire. Il faut dire également que vous êtes 16e d'une famille de 16 enfants. Oui, vous êtes le dernier. Je suis le dernier. Le premier a 59 ans. 59 ans. Et vous en avez 33. 33 ans. Quand on est dans une famille de 16 enfants, ça veut dire quoi? Le père était polygame, dites-nous un peu. Il y avait beaucoup de femmes, c'est une seule maman qui a fait les 16 enfants. Nous sommes tous dans la même mère. Une seule maman qui a fait 16 enfants. Ma pauvre mère, même maintenant, il est au village. C'est le papa qui est décédé. C'est le père, paix à son âme. Et il y a les jumeaux parmi? Il y a des jumeaux. Oui. Ma mère a fait 3 jumeaux. 3 fois les jumeaux. 3 fois les jumeaux. 2 ou 3. 2. Voilà, d'accord. Donc ça fait que vous êtes 16. 16. Alors vous avez quand même réussi à faire l'école primaire. Hein. Là, vous êtes né à l'extrême nord. À l'extrême nord, plus précisément dans le département du Moyen-Dana, arrondissement de Yagua. Vous avez quand même fait les études primaires. Dieu merci. Voilà. À l'école EP groupe 4. Et après... j'ai continué enseignement technique, au lycée technique de Yagua. J'ai arrêté au niveau de 3e année. Marié. Oui, vous êtes marié, vous avez des... Marié, 3e année, marié, mécanique de réparation automobile. Oui, je comprends. Et là-bas, on nous dit aussi que quand on vous donne les bœufs. Quand on fait un enfant, quand on accouche un enfant là-bas, directement, on va vous donner... Il y a les on-dit, il y a ce qui se passe. C'est pour ça que vous êtes là pour nous dire ce qui est exactement. Il y a des fois, quand on accouche un enfant chez nous, si tes parents ont le moyen d'acheter les bœufs, de donner à l'enfant, ou le simple poulet, ou 2 ou 3, on achète, on donne, on dit que ça c'est pour tel enfant. On met ça à l'abri. En attendant, l'enfant est là, c'est en train de produire au village. Toi-même, tu ne sais pas que tu as. Il y a un moment donné, on te dit que donc, à partir d'aujourd'hui, on doit te chercher le terrain ou la maison, on te cherche la femme. Et voilà ce qu'on t'a gardé pour toi. On cherche la femme pour vous? Non, chez nous, tu n'as pas le choix de chercher ta première femme. C'est les parents? C'est les amis? Chez nous, au nord, là où je suis né, on te forme militairement, on peut le dire. Parce qu'on t'apprend à tout. À l'âge de 6 ans, on te forme de tout. On t'apprend comment cultiver, comment faire, comment labourer la terre, comment construire des maisons, faire de l'hangar, faire tout avant d'avoir 20 ans. Parce qu'on sait qu'à l'âge de 20 ans, tu seras un père de famille quelque part. Quand tu seras un père de famille, on t'oublie. Tout à fait. Vous avez votre vie entre vos mains. Parce que chez nous, on ne considère pas l'école, c'est le seul moyen. C'est ça qui nous tue au Cameroun. Plus précisément chez nous, chez vous ici. On base toujours sur l'école. Ok, alors vous avez quand même, à un moment donné, fait certains jobs, certaines activités. Vous avez été chargeur. Je suis un porteur de sacs, chez nous on appelle le bambé. Oui, le bambé. Et le motroboy des véhicules, comme on appelle ici motroboy, mais chez nous on appelle les carrés mota. Carré c'est en Hausa. En langue Hausa, ça veut dire que les chiens de voiture. Parce que chez nous, quand tu es motroboy, tu laisses d'abord la voiture en gage, tu prends le cal métallique, tu cours derrière la voiture, tu montes. C'est comme ça qu'on nous appelle les carrés mota. Tout à fait. C'est là où on apprend. La majorité disent que le nordiste maîtrise la voiture, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Parce que là-bas chez nous, pour que tu deviennes d'abord chauffeur, tu dois être motoboy. Mais quand tu es motoboy, il y a les jours que la voiture ne part pas au garage. C'est toi le motoboy, tu révisionnes jusqu'à ce que tu chasses que voilà là où il y a la panne.
Tu te formes, mais sans salaire. Sans salaire? Non, il n'y a pas de salaire là-bas. Tu te formes. Oui, après vous avez commencé à conduire aussi. C'est là-bas, quand tu te formes d'abord de réparer pour te mettre à l'aise, on t'apprend comment déplacer la voiture, démarrer, jusqu'à quand la voiture est vide, ils partent en brousse, on te donne les guidons. Tu te formes. Quand tu te formes d'abord, c'est là où on sait que tu es bien formé, on te dit que tant que tu n'as pas le permis B, on ne te donnera jamais les guidons de la voiture. Là, vous allez à l'auto-école? Mais tu es obligé d'aller à l'auto-école. Et pour votre cas, vous avez eu le permis B? J'ai eu tous mes permis, jusqu'à catégorie D. Vous pouvez les citer, vos permis? Il y a le A, au Cameroun, il y a A, B, C, D, et E et G. Et vous avez conduit aussi comment vous appelez, les gros porteurs, partant du Cameroun vers... Nigeria, du Nigeria pour Tchad. Et comment ça se passe? La rémunération n'était pas bonne. On a envie de comprendre comment vous avez abandonné cela pour vous retrouver dans la moto. Qu'est-ce qui s'est passé, Oumarou? Donc là-bas, là-haut, quand je conduisais, première des choses, ça n'a pas de salaire. Et il y a des problèmes qu'on a Comment ça n'a pas de salaire? Ça n'a pas de salaire. On ne vous paye pas, ou bien c'est le salaire, il est minable? Pas le salaire minable, n'en parlons même pas de salaire dans le syndicat. On ne parle pas de salaire. Non, vous vous nourrissez comment alors? Vous vivez de quoi? Vous vivez de quoi concrètement? Vous vivez de quoi? Certains syndicats, tu s'entends avec ton patron, on te donne tel, en tant que tel voyage. Tu payes 4 voyages, c'est par voyage qu'on te paye. Combien de voyages par exemple? Non, selon le voyage que tu fais, on te paye le ça. Mois. C'est comme le travail du temporaire, comme les agents de temporaire, la majorité des chauffeurs. Ce qu'on veut comprendre, Oumarou, quand vous faites un voyage Cameroun, peut-être Nigeria, on vous paye combien? Là, on peut te payer même 60 ou 100 000. Mais l'argent qu'on te paye, ça ne peut pas rentrer. Comment ça rentre pas? Non, c'est difficile. Quand on te paye 60 000 là-bas, il y a la famille dans les 60 000. Ta nutrition dans les 60 000. Là où tu manges. Même ton motoboy, c'est toi qui lui donnes. C'était compliqué. Vous avez décidé d'abandonner, revenir faire le Bensigin. Vous avez décidé de revenir à Douala? Pour me battre aussi ici, pour voir comment ça va s'améliorer. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé dans le Bensigin, la moto. La moto. Et ça fait simplement, ça fait pas 2 ans que vous êtes dans la moto? Je n'ai pas fait 2 ans ici à Douala. Voilà. Immédiatement, vous êtes resté là-dedans et ça vous plaît? Dieu merci, comme je suis courageux, certainement mon connaisseur. Quand je venais même ici, je n'ai même pas de relation. Je suis venu me chercher, Dieu m'a donné la chance, j'ai eu la moto. La première moto que j'ai eue ici à Douala, ça ne partait même pas à 14 avec 2 personnes. C'était quoi? C'était une moto c'est la moto, ça roule, mais c'est la moto. C'est une vieille moto. Porter 2 personnes. Parce que c'était une vieille moto. Effectivement. C'est un ami qui vous a confié ça? Oui. Voilà, d'accord. Là même, j'ai négocié pour en avoir. Ok. Oumarou, on va parler également des maladies liées à l'exercice de ce métier, de cette fonction. Oui. Après la rubrique L'eau, c'est mieux, que je vous propose d'accueillir à l'instant, mesdames et messieurs. Bon, pour moi, mettre son grain de sel, c'est apporter sa touche personnelle, mettre sa touche particulière à un objet, à un article, à une scène et à tous, bon, dans son environnement où on est. Mettre son grain de sel, ça veut dire que de participer à quelque chose. Participer aussi pour quelque chose. Ou pour un travail, pour moi c'est ça. Oui, c'est participer aussi au développement de quelque chose, au développement. Parce que le grain de sel pour moi, c'est comme c'est l'argent. Donc c'est comme quelqu'un a quelque chose à faire. Donc tu jettes aussi quelque chose pour le développement. Je vois que c'est ça. C'est ajouter un mot qu'il ne faut pas mettre lorsque une personne est en difficulté. Pour moi, ça veut dire que mettre quelque chose de bien quelque part. Donc participer d'une manière vraiment, du bien quelque part. Du sel, ça veut dire que quand du sel, ça veut dire que le sel c'est vraiment consommer quelque chose d'agréable. Mettre son grain, ça veut dire ajouter quelque chose qui n'existe pas. S'il y a peut-être 2 personnes qui sont en train peut-être de discuter,
je viens, j'ajoute pour les mettre en conflit. J'ajoute quelque chose qui n'existe pas, que peut-être c'est elle qui a dit ça, hein, alors que c'est pas ça. Avait dit, tu peux vaincre toi-même, tu peux te barraper ton école toi-même. Mettre son grain de sel, c'est comme quand tu as rangé ton plan. Si tu savais que tu devais préparer à 7 heures, mais quelqu'un est venu pour salir peut-être même toutes tes marmites, alors que tu savais que tu les avais déjà lavées. Infiniment merci à vous. Hein. C'est quoi mettre son grain de sel. Hein. Voilà, donc chacun a essayé d'apporter sa part de définition en contribuant ainsi à ce programme. On vous dit infiniment merci, mais alors un merci du fond du cœur. Alors, il s'agit simplement de rentrer dans une conversation sans être invité. Voilà, ce qu'on appelait à l'époque les mandons japap. Voilà, donc vous rentrez là dans une conversation, les gens sont rentrés quoi, pip, vous rentrez. Voilà, c'est ça, mettre son grain de sel. Oumarou, on reste avec vous, hein. Quand on est transporteur, vous savez qu'il y a quand même des maladies liées au métier de bensikineur, par exemple. Vous passez toute une journée sur les réservoirs de moto, ça chauffe. En tant qu'homme, vous vous exposez, entre guillemets, à certaines maladies. On a la prostate, on a le sang qui peut facilement se diluer, on a la poussière qu'on inhale en longueur de journée, on a plein d'autres maladies. Est-ce que vous êtes conscient de ça d'abord? Je suis tellement très conscient de ça. Tellement très conscient de ça. On est exposé à toutes les maladies. Même l'air qu'on respire quand tu roules sous la moto. Il y a des fois les grains de sable. Là où tu es assise toujours. Et comment est-ce que vous faites pour vous protéger contre ça? Face à ça, comment vous réagissez face à ça? Oui. Il y a des autres qui sont habitués de porter le cache-nez ou le casque. Moi, si je porte le casque sous mes oreilles, je n'entends pas. Même si il y a un client qui vous interpelle. Je n'entends même pas si je mets le casque. Je suis tellement trop étouffé avec. Il y a aussi les infections pulmonaires. Les pulmonaires aussi, c'est pour cela qu'on portait plus de 3 à 4 blisons. Pour ne pas que l'air te pénètre. Les blisons qu'on portait, ce n'est pas de nos volontés. C'est aussi pour se protéger en cas de chute. Laissons les cas de chute simple. C'est pour le vent. Première des choses, c'est pour le vent. Les chutes, ça vient, même avec les blisons, il n'y a pas de choix. Mais le vent d'abord. Quand tu as les blisons, ça t'empêche, ça te protège d'abord le vent. Oui. Pour avoir la maladie pulmonaire. Oui. Et la grippe, la fièvre. La grippe et la fièvre, moi, comme je ne peux pas faire le véhicule, même si je vais, je ne vois pas. Je vois que c'est flou. Les cache-nez, ça vous aide aussi? C'est pour cela que pour moi, ma moto, j'ai fait la pare-brise. Ah, d'accord, ok. Et puis au niveau de la vue, si vous n'avez pas des lunettes de protection, parce qu'il y a des sables qui peuvent, pendant que vous êtes en pleine accélération, en pleine vitesse, vous recevez de la poussière, du sable dans les yeux. Il y a des autres qui supportent avec, il y a des autres qui travaillent avec les binocles ou c'est quoi qu'on appelle. Il y a des autres qui travaillent avec les casques. Mais vous ne travaillez avec rien de ça? Je ne suis pas habitué avec. Mais il s'agit ici d'une protection. Oui, c'est pour cela que j'ai conçu ma moto avec sa pare-brise. Ah, d'accord, avec tout ça. Et vous pensez que ça vous aide vraiment? Il y a 5 sur 5. Même certains clients me menacent avec, il y a d'autres qui sont tellement très fiers de ça. Parce qu'ils ne sont pas habitués de voir ça. Il vous est déjà arrivé de tomber depuis que vous conduisez, vous êtes bensikineur, moto-taximan, vous avez déjà eu des chutes, vous avez déjà eu des accidents en dehors de l'agression? Non, les chutes avec nous, c'est une question d'habitude. On tombe toujours, on se lève. Même pour rien, vous tombez. On a eu des bensikineurs qui tombent même pour rien. Hein. Quand tu dis qu'il est tombé pour rien, ce n'est pas pour rien. Ah. Rien ne peut t'arriver d'aller te blesser. Qu'est-ce qui se passe dans pour ce cas, puisqu'il n'a pas d'obstacle devant? Toi, tu peux dire qu'il n'a pas d'obstacle devant, mais lui, c'est qu'il a un obstacle devant. Il y a les guidons de moto qui se bloquent toutes seules aussi. Oui. Il y a d'autres aussi, le sommet de prend. On est toujours discret. Il n'a jamais arrivé, vous êtes en pleine émission, vous somnommez. Je vous pose la question, vous, là, en tant que journaliste. C'est moi qui pose les questions ici. Non, maintenant, c'est moi qui vous ai demandé. Allez-y, je vous écoute. Il y a des fois le sommeil qui nous prend. Il y a les inconvénients de la moto qui arrivent.
Parce qu'il y a des guidons de moto, ça se cale tout seul. Oui. Tu es obligé de te renverser pour ne pas toucher une autre personne. Oui. Parce que quand tu pars cogner quelque chose, ou tu cognes quelqu'un, c'est encore double pénal. Mais que tu tombes toi-même, tu te soignes, tu sais que c'est toi, il n'y a pas de procédure derrière toi. D'accord. Ok, au chapitre des avantages, on parle des femmes. Les motos, ça vous donne beaucoup de femmes? Non, la relation que vous avez avec les femmes que vous transportez. Non, les femmes que vous voyez, et dit que ça nous donne l'avantage de chercher des femmes. Il y a des gens qui ont l'avantage de chercher des femmes. Si tu as mis dans ta tête pour chercher les femmes dans le bien sikin, c'est que tu vas faire 30 ans dans le bien sikin. Alors, Oumaro, oui? Vous avez votre moto et je peux penser que 80% de vos clients, c'est des femmes. Ok. Moi, personnellement, vous pouvez même dire 100%. Voilà, c'est les femmes. C'est les femmes. Alors, quand elles grimpent derrière votre moto, oui. Vous dites souvent reculez bien, avancez. Oui. Pour se coller un peu sur vous, pour frauder. Voilà. Alors, c'est... Pour moi, même si elle se déshabille devant moi, je n'ai pas de sentiments envers elle. Vous le faites des fois exprès, simplement non, parce moi, que vous je avez vu lui demande de s'approcher auprès de moi pour sa sécurité. Parce que quand tu portes une personne, elle est derrière. Le roue de la moto devant n'a pas d'équilibre. Oui. C'est facilement de vous renverser. Voilà. Mais il y a d'autres, quand tu lui demandes de s'approcher, de s'asseoir au milieu, là, il faut s'asseoir et dire que peut-être parce que tu veux l'avantage. Si on s'est fait comprendre. Oui, mais il n'y a pas eu des cas où vous avez voulu l'avantage? Non, je n'ai jamais voulu de cela. Parce que vous n'êtes pas un homme? Non, je suis un homme normalement, mais ça c'est pas ça qui est dans mon but. Oui, quand vous sortez, c'est pour chercher votre argent, pour travailler. Il s'agit de chercher des femmes, c'est que j'allais rester chez moi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas encore vu une femme qui vous a parlé? C'est-à-dire que quand vous l'avez vu, un client vous êtes arrêté, elle ne vous a même pas interpellé, vous êtes arrêté pour dire, madame, vous allez où? Quand je vois elle vous plaît? Non, quand je vois la femme, je la montre qu'elle me plaît tellement pour que je la chatouille, pour qu'elle me paye mon argent, je la porte derrière ma moto, on part. D'après qu'elle me paye encore, je suis souriant pour qu'elle descende demain encore, elle m'interpelle. La conduite d'abord, c'est le comportement. Oui, là on a compris. Maintenant, on parle du domaine des émotions, on parle du sentiment. Non, je n'ai pas de sentiments. Vous n'avez pas de sentiments? Même pas un peu. La femme elle ne vous plaît pas, vous ne vous sentez pas attiré? La condition qui m'a amené d'abord, ça m'empêche de chercher la femme. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Que depuis que vous êtes à Douala, là, dans ce métier-là, vous n'avez jamais envié? Même pas un peu. Une femme? Même pas. Ok. Donc, elles sont indifférentes devant vous. Vous êtes indifférent. Vous êtes indifférent face à ces femmes. On dit les moutons se promènent ensemble. Mais au marché, ils n'ont pas le même prix. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui vous draguent? Là, je ne peux pas dire que non, je ne peux pas dire oui. Il y en a. Cela ne peut pas manquer. Voilà. Elles font comment est-ce qu'elles vous draguent? Il y a plusieurs manières de draguer l'homme. Il y a plusieurs manières de refuser Celle la que femme. vous avez, une vous a dragué comment? Dites-nous un peu, en quelques secondes, et puis on va sortir. D'autres te draguent en te collant, en te demandant des missions que tu ne peux pas les faire. En te demandant? Des missions que tu ne peux pas les faire. Lesquelles, par exemple? Par exemple, la nuit, quand tu travailles, c'est là où on nous drague de plus. D'autres te demandent, mon frère, tu travailles, moi, j'ai perdu des kilés de ma maison. Est-ce que ce n'est pas possible? Je ne sais pas là où je peux aller dormir. Elle ne sait pas où elle va aller dormir. Oui, tu la demandes. Moi, souvent, quand on me demande, je demande, mais tu m'as appelé pour que je t'amène où? D'autres me font comprendre que j'ai perdu mes kilés. Je dis, mais si tu as fait perdre tes kilés, rentre chez tes parents, tu dors. Ou tu cherches une amie. D'autres me disent que, mais allons chez vous. Je dis que moi-même, je n'aime pas les chez moi ici. Voilà. Parce que le chez moi, là où la nuit me trouve, j'ai trouvé un vigile, je lui donne 5 ans, je garde ma moto, je dors, c'est le chez moi. Vous avez déjà bagarré avec un client à destination parce qu'il y a des cas comme ça qui arrivent. Hein? Ça nous arrive toujours. J'ai reçu le père de gifle d'un client. Un homme ou une femme? Un homme et 2 femmes aussi. Les femmes vous giflent aussi? J'ai eu des cas jusqu'à on m'a appelé, on a crié bandit sur moi. Ok, ça a commencé comment? Ça a commencé vers, je lui ai porté à Bonamoussadi. Oui, vous êtes entendu quand même sur la nuit vers 23h30 le jour. À ce moment, je travaillais la nuit. Elle m'a demandé que je dois l'amener à Koto. On s'est entendu à 700. Et à ce moment, le jour-là, j'avais la cotisation et je n'avais pas d'argent. C'est pas la distance pour payer 700. Arrivé là-bas, elle m'a enlevé 10 000, elle m'a donné. J'ai dit, mais
mademoiselle ou madame, actuellement tu me donnes 10 000. Et vous n'avez pas prévenu avant? Tu ne m'as pas prévenu. Ce n'est pas le moment de me donner 10 000 ici. Comme tu as dit, voilà là où tu habites, je suis stationné devant la maison. Tu peux entrer dans la maison, tu me chercher 700 francs, 1000 francs, 1000 francs ou 2000, je peux te rembourser, mais les 10 000, je n'ai pas de changement. Quand je parle, elle dit que je dois faire quelque chose. C'est là où j'ai mis ma moto sur le béquille. Je me suis allongé sur la moto comme je suis habitué. Elle commence à bavarder. Je dis que voilà ton argent. Et moi, je n'ai même pas envie de ton argent. Ce n'est pas 10 000. Je ne suis pas prêt à 10 000. Chercher une deuxième moyenne. Ça, c'est le plan A que tu as envoyé. Moi, je suis là. Soit je te donne les 10 000, tu rentres. Si tu parviens de partir avec, tu pars avec ton argent. On a fait presque 5 minutes à faire la fille ici. Parce qu'elle a commencé à crier bandit, bandit. Les gens sont sortis de... Tu sais qu'il y a Douala quand on crie bandit. Quand c'est un bensikiner, ils sont après de sortir parce qu'il y a des agresseurs qui s'introduisent en bensikine. C'est là où il y a un vieux, là, il sort, celui qui était le premier, il dit que mais où est le bandit là? La fille dit que voilà, il le voici couché sous la moto. On dit mais un bandit est couché sous la moto, ce n'est pas un bandit. Et c'est comme ça que... C'est comme ça, les autres, son copain est venu. Vous l'avez expliqué. Il est venu avec la machette d'abord, lui. Il est sorti avec la machette. C'est là où on a dit que non, attendez d'abord, expliquez. C'est le vieux qui lui a dit que non, ça ce n'est pas un bandit. C'est le même vieux qui dit que ce n'est pas un bandit. C'est le vieux qui lui a demandé, poser le bensikiner des questions à savoir pourquoi il est bandit, qu'on le traite de bandit. C'est là où on m'a posé la question. Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que mais j'ai pris la fille ici à Bonamosadi. Elle m'a demandé que je l'amène à Koto. On s'est entendu à 700. Et ça s'est terminé comment? L'histoire s'est terminée comment? Mais ça s'est terminé que le même monsieur m'a dit que prends les 10 000, tu pars, monsieur. Et vous avez pris les 10 000, vous êtes parti? J'ai dit que non, c'est 7 ans. Le même monsieur m'a dit que non, laissez-moi quand même finir. Quand le monsieur m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, j'ai dit que mais voilà là où j'ai pris la fille, elle m'a demandé que je l'amène ici. À mon arrivée, elle m'a donné 10 000. Je n'ai pas changé. J'ai enlevé même les 10 000, je lui ai donné. Elle dit qu'elle ne part pas, il faut que je fasse A plus B que je la rembourse. C'est ça que j'ai garé ma moto, je me suis allongé sur ma moto. Elle fait un deuxième boulot. Elle cherchait la solution, c'est là où elle a crié bandit, bandit. Et voilà, c'est 10 000 entre mes mains. Si vous avez le reliquat, vous me donnez 7 000, vous restez avec 700, vous restez avec elle. C'est là où il a demandé à Fils, ça c'est la troisième personne que tu as amenée ici à Koto. Et tu as fait la même chose. Donc cela veut dire que c'est son habitude. C'est une habitude. Elle t'amène là-bas, elle crie bandit, on te tabasse. Parce qu'ici à Douala, quand on crie bandit, c'est la mort. Ok, on a compris. Alors, votre épouse, vous êtes mariée? Je suis marié. Vous avez des enfants? Avec celle-là, on n'a pas eu d'abord des enfants. Oui, vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai des enfants. Et ils sont où, les membres de votre famille? Ils sont au village? Ils sont au village à Midif. Et vous êtes seul ici? Ici, je suis seul. Vous n'avez pas une autre femme ici? Non, ma famille ici, c'est ma moto et moi-même. Ainsi que mes amis. D'accord, merci beaucoup. Ma famille, c'est les bensikiner. Merci beaucoup, monsieur Oumarou. Votre famille, c'est André Blaise et Sama aussi, vous le connaissez. William. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. L'émission est terminée. Est-ce que vous faites de la cuisine? Les papiers de la moto, vous avez les papiers, vous faites de la cuisine d'abord, dites-nous d'abord. Non, c'est moi qui cuisine chez moi. Ah, voilà. Mais ici, je ne cuisine pas. L'émission est terminée, vous voulez dire quoi? Parler des papiers de la moto? Quand vous nous demandez pourquoi je n'ai pas de papiers, c'est ça que j'attendais, peut-être vous avez... Non, on a déjà compris. C'est bien, vous nous avez largement dit des choses intéressantes sur ce plateau. On va vous dire merci d'avoir accepté. Non, c'est moi qui devais vous remercier, puis encore plus. Voilà, beaucoup de courage. Pour éclaircir ce qui se passe ici. D'accord, ok, merci. Également à vous, mesdames et messieurs, on va dire merci à toute la grande équipe de Dimanche avec vous pour aujourd'hui. Jérès Yopa, merci à Cédric Choula qui était à la réalisation, Carlos Minuet, merci à tous les diffuseurs, merci également à Jonathan, Esther Maël, c'est moi. Je vous retrouverai avec le même plaisir, le même sourire la semaine prochaine, cette fois-là, avec un autre invité. D'ici à là, n'oubliez pas, surtout que les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Au revoir et à dimanche prochain.